Bonne journée à tutti, nous commençons ce journal avec un appel à témoins. Depuis le lundi 20 mai, dans la matinée, au lieu dit Lucipe ou à Calenzane, à Ambalagne, à proximité du château du prince Pierre Bonaparte, Françoise Rousseau, épouse d'Aquaviva, âgée de 59 ans, n'a plus donné signe de vie. Les gendarmes donc lancent un appel à témoins afin de la retrouver. Sa dernière mesure entre 1m50 et 1m60. Elle est très mince. Françoise Rousseau a les cheveux courts, de couleur poivre et sel et les yeux marrons. Sa dernière tenue vestimentaire connue était noire avec des chaussures montantes de marque Nike. En cas de découverte et pour tout renseignement permettant d'y parvenir, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie de Calvi au 04 95 65 0017. Nouvelle réunion à l'Assemblée de Corse ce jeudi lors des questions orales. L'exécutif, répondant à une interrogation du groupe Corsica Libera, a redit ce qu'il pensait des relations entre la Corse et Paris. Des relations tendues qui pourraient amener à la recrudescence d'un climat délétère sur l'île. On écoute à ce sujet le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, répondant à Michel Guirachi. Je ne reviens pas sur l'attitude de l'État, nous l'avons exposé, nous avons exposé ce que nous en pensons. C'est vrai, il y a un changement d'attitude. Il y avait jusqu'aujourd'hui simplement, si l'on peut dire, un déni de démocratie, le refus de prendre en compte ce que nous sommes, ce que nous représentons et ce que le suffrage universel nous a demandé de mettre en œuvre. Jusqu'à il y a quelques semaines, il n'y avait que ça, si l'on peut dire que ça. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase. On est dans une phase d'une offensive, on pourrait même dire une croisade, qui vise effectivement à combattre, à empêcher l'action des institutions de la Corse et de celles et ceux qui ont été désignés par le suffrage universel pour la mettre en œuvre. Ça, c'est le premier volet, je n'y reviens pas. Il y a un deuxième volet qui est complémentaire et qui contribue à exacerber l'inquiétude. Là aussi, je le dis, dans cette stratégie de confrontation qui est recherchée par l'État et que nous refusons absolument, il y a aussi, de façon tantôt évidente, quelquefois de façon plus larvée, la tentation d'exacerber et quelquefois même de créer des tensions au sein de la société corse. Et ça, c'est un piège qui est un piège mortel. Essayer d'opposer les maires et la collectivité de Corse. Essayer d'opposer les nationalistes entre eux. On a connu ça dramatiquement. Essayer d'opposer ceux qui sont nationalistes et ceux qui ne le sont pas. Essayer d'opposer les exploitants d'activités économiques de plage au conseil exécutif qui refuserait de modifier le PADUC. Essayer de diviser les agriculteurs ou d'exacerber les divisions. Tout cela, c'est jouer les apprentis sorciers. Moi, je vous dis solennellement que nous devons, et c'est notre responsabilité à toutes et à tous, et notamment, et peut-être même à titre premier, la nôtre, je parle de la majorité territoriale, nous devons refuser cet engrenage. Je termine en disant, vous avez vu que depuis quelques semaines ou quelques mois, il faut noter une multiplication d'actes criminels ou délictuels graves. Des incendies contre des travailleurs, des menaces contre des élus, ou contre des fonctionnaires, des assassinats, malheureusement, des destructions d'exploitation économique. Moi, je ne connais pas les auteurs, ni les motivations qui conduisent ces auteurs de l'ombre à agir. Je ne suis pas policier et je ne suis pas juge. Ce que je sais, et ce que nous savons tous, c'est qu'entre 2015 et 2017, il n'y avait plus d'espace politique ni sociétal pour ce type de dérive. Parce qu'il y avait un espoir, parce qu'il y avait une dynamique, parce qu'il y avait une perspective de dialogue et de construction avec l'État qui ne laissait pas de place, objectivement, aucune place très minime pour les dérives mortifères. Si on ajoute à tout cela le fait que discréditer la démocratie et nous dire en permanence que, quelles que soient les élections que nous pourrions gagner par la volonté du peuple, il est des domaines dont on ne parlera jamais, ça veut dire fermer la porte à la démocratie. Si on met bout à bout tous ces ingrédients, cela veut dire qu'on est en train de construire en Corse une situation explosive, une situation dangereuse, qui va échapper ou qui risque d'échapper à tout contrôle. Alors moi je vous le dis, nous allons assumer nos responsabilités, et je me tourne notamment vers les autres membres de la majorité territoriale, et nous en avons parlé. Il ne peut y avoir d'autre réponse de notre part que celle de la démocratie. Il ne peut pas y avoir d'autre réponse que celle d'un chemin où l'éthique, le respect de l'intérêt général, la volonté d'écoute et de partage, y compris de celles et ceux qui ne partagent pas nos idées et qui nous combattent démocratiquement, c'est la règle de la démocratie. Pour nous, il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui-là. Mais je vous demande solennellement, mes chers collègues, la société corse est une société de proximité. Voyons-nous, parlons, suscitons des démarches qui seront autant d'anticorps à ces dérives funestes. Créons des mécanismes et des procédures qui démontreront qu'il n'y a pas de place pour un retour en arrière. Pensez à vous.
Pensons à nous, mais pensons aussi et surtout à nos enfants, qui sont la prunelle de nos yeux. Nous avons commencé à leur construire un autre avenir et un autre présent. Personne ne doit nous faire détourner de ce chemin. Ce jeudi avait lieu la comparution immédiate de Franck Baldin, 49 ans, et de sa compagne Noël Romero, 48 ans, en détention provisoire depuis dimanche. Et leur arrestation suite à la découverte de plusieurs dizaines d'animaux maltraités dans leur logement de la rue Droite à Bastille, découverte faisant suite à l'intervention de la maîtresse d'un chien volé. Jugé pour vol et sévices sur ce chien, ainsi que des mauvais traitements sur une cinquantaine d'animaux entassés dans les 35 mètres carrés d'un appartement dans un état d'hygiène déplorable. Ceux-ci ont expliqué n'avoir jamais voulu maltraiter ces animaux. Noël Romero les a ainsi appelés ses bébés, précisant qu'elle voulait donner une seconde chance à ces animaux recueillis dans la rue. La procureure de la République de Bastille, Caroline Tarot, a estimé que le couple, par son comportement, n'a pas donné une seconde chance à ces animaux, mais au contraire les a condamnés, requérant 2 années de prison, dont une ferme à l'égard de Franck Baldin et 14 mois, dont 6 fermes à l'encontre de Noël Romero. La défense avait plaidé la relaxe, soulignant qu'on n'avait pas affaire à des tortionnaires, mais à des personnes dépassées et en détresse affective. Le tribunal correctionnel de Bastille a finalement condamné Franck Baldin à 18 mois de prison, dont 8 fermes, et Noël Romero à 1 an de prison, dont 4 mois fermes. Le couple restant en détention, ceux-ci font également l'objet d'une interdiction définitive de détenir des animaux, d'une obligation de soins et de 700 € de dommages et intérêts versés à plusieurs associations ainsi qu'à la propriétaire de Caramel. On écoute la réaction de maître Anaïs Colombani, avocate de Franck Baldin. Je crois qu'elle est dure, je crois qu'elle s'inscrit dans un contexte médiatique et de faits qui ont été extrêmement relayés. Je crois qu'elle... En tout cas, elle aura le mérite d'être entendue. C'est triste, c'est juste triste et je crois qu'il n'y a que ça à dire parce que effectivement, on a des gens qui sont marginaux, effectivement, on a des gens qui sont en dehors de toute la société. On a des gens qui ne savent pas faire parce qu'on n'a pas de volonté de nuire, on n'a pas de méchanceté gratuite. On a juste des gens qui ne savent pas faire. Et oui, c'est aussi un procès de la misère parce qu'on a ces gens qui sont dans des conditions de vie qui sont assez indicibles, dont on étale la vie aujourd'hui parce que c'est le jeu, parce que c'est le procès, parce qu'il faut parler d'eux et parce qu'il faut décrire aussi ce qu'on a vu. Et c'est vrai que cette misère ressortait même dans ce procès. Lorsqu'on voit votre client qualifié de tortionnaire sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que tout le monde devrait se calmer. Je pense que la justice est là aussi pour trancher. La justice a tranché aujourd'hui. Et je pense que chacun devrait revenir à un fonctionnement beaucoup plus serein. Mon client n'est pas un tortionnaire. On lui a reproché un certain nombre de faits qui n'étaient pas de la torture sur les animaux, qui n'étaient pas d'avoir crevé les yeux des chats, qui n'étaient pas d'avoir cassé les ailes des oiseaux. C'est pas ça. C'était pas le procès. C'était pas l'objet du procès. On avait quand même des choses à reprocher à mon client. On les lui a reprochées. On l'a condamné pour ça. Mais je ne veux pas qu'on fasse aujourd'hui dans les médias sociaux un faux procès à mon client. Un dernier mot, vous avez eu vent d'un incident justement sur les réseaux sociaux où la photo de votre client et de sa compagne a fuité. Vous allez donner des suites ? La photo de mon client a fuité. Je tiens à préciser quand même qu'il est interdit de prendre des photos dans les salles d'audience. Plusieurs procès ont eu lieu pour ce genre de faits. Certainement, mon client déposera plainte pour ces faits parce qu'on n'a pas à faire ça, parce que c'est interdit et parce que le fait qu'on considère qu'on est du bon côté de la barre ne permet pas d'en arriver à ce genre d'extrémité. Il s'agissait d'Anaïs Colombani, avocate de Franck Baldin. De leur côté, les avocats de la partie civile se satisfont de ce jugement. Pour maître Valérie Vincenti, avocate représentant la SPA, le couple était bien dans une attitude délibérée envers ces animaux. On écoute maître Valérie Vincenti. Oui, je suis satisfaite de la décision rendue. C'est une bonne décision parce qu'elle a été ferme dans le quantum des peines qui ont été prononcées tant pour madame que monsieur. Elle est à la hauteur des infractions qui leur sont reprochées et pour lesquelles ils ont été condamnés. Et la cruauté, c'est pas forcément frapper un animal, c'est de vouloir les enlever, c'est de vouloir les séquestrer dans une petite surface, c'est de cumuler des animaux, c'est de ne pas prodiguer des soins. La cruauté a divers aspects et ils les avaient beaucoup réunis. Quand vous les avez entendus dire qu'ils n'avaient pas voulu maltraiter ces animaux, mais justement les sauver de la rue, qu'ils ont peut-être mal fait pour vous, qui les aimaient, voilà, l'une des prévenues l'a appelé ses bébés, et elle a appelé ces animaux ses bébés. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment sincère ? Non, c'est une stratégie de défense, c'est pas une sincérité, ni une maladie, ni une pathologie, ni une inconscience des propos. C'est très maîtrisé de la part de madame. Elle peut pas avoir considéré, ou alors c'est très inquiétant si elle avait eu des bébés, de la manière dont
elle traitait les animaux dans la surface qui était la leur et dans les conditions qui étaient les leurs. La CAPA a adopté récemment son compte administratif, le dernier de la mandature, un vote qui satisfait pleinement le président de la plus grosse intercommunalité de Corse, d'autant plus qu'il a bénéficié de la majorité de l'Assemblée délibérante. Pour Laurent Marcangeli, des équilibres ont ainsi été trouvés et ce vote unanime constitue en quelque sorte une validation politique du travail accompli par les élus. On écoute Laurent Marcangeli, le président de la CAPA. Les grandes lignes, c'est que d'abord, c'est un compte administratif un peu particulier parce que c'est le dernier de la mandature. Cette mandature, pas mal d'investissements sur les réseaux structurants d'eau, d'assainissement. On peut le voir d'ailleurs encore aujourd'hui. Également des investissements autres puisque la CAPA s'est investie dans des domaines qu'elle ne traitait pas par ailleurs avant, c'est-à-dire le tourisme, le social, le développement économique également, puisque je vous le rappelle qu'il y a les travaux de la caserne Grossette qui ont bien commencé. Et c'est vrai que j'avais dit, lorsque nous sommes arrivés en 2014, que je souhaitais que la CAPA s'investisse de manière plus forte en matière de développement économique. Donc ce compte administratif, il retrace tous ces investissements, qui sont des investissements qui sont souvent pluriannualisés. Par ailleurs, le compte administratif, il donne, je dirais, quitus d'une gestion sérieuse, tant au niveau de la gestion dépenses que des investissements que la CAPA peut faire, et des recettes, puisqu'aujourd'hui, nous affichons une santé financière qui est plutôt satisfaisante, même si, eu égard au contexte dans lequel nous sommes, il ne faut jamais non plus crier victoire. Donc ce compte administratif, c'est un compte administratif qui a d'abord reconnu par tous comme bon, puisqu'il a été voté à l'unanimité, et je pense qu'il atteste que nous avons su pendant ces 5 années avec Jean-Jacques Ferrara, puis moi à la présidence de la CAPA, bien travailler et le faire notamment en gérant bien financièrement le PCI CAPA. Sans rentrer justement dans les détails, pour vous c'est un quitus politique ? Oui, puisque de toute manière sur la CAPA, vous le savez, on ne partage pas tous les mêmes idées. Il y a des communes qui sont de sensibilités différentes, mais on a su maintenir pendant cette mandature une forme d'entente intéressante, je le pense, sur les 10 communes, où tout le monde peut trouver son compte, je pense. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que la gestion s'est faite de manière sereine et apaisée. Administrativement, les équipes fonctionnent très bien. Vous avez, je pense aujourd'hui, l'occasion de constater au quotidien que la CAPA porte des projets intéressants et qu'elle est véritablement dotée de compétences reconnues par la population, mais également reconnues par les élus. Donc voilà, il y a vraiment une bonne institution qui aujourd'hui est la première intercommunalité de Corse. Je le pense également connue par les autres au-delà de la Corse comme étant une institution sérieuse, ça nous est souvent dit, et qui travaille au devenir d'une population et de plus en plus importante, et qui donc a de plus en plus de besoins. Donc voilà, nous avons, je le crois, sur des compétences très importantes, fait des progrès, il faut continuer de le faire, tout en étant de bons gestionnaires, sérieux, appliqués à ne pas sortir des cadres, parce que nous sommes tout de même aux responsabilités pour gérer l'argent public, et nous essayons de le faire de manière honnête et surtout responsable. Ces investissements, quels ont-ils été pour les grandes lignes dans les communes ? Pas forcément sur la ville-centre. Dans les communes, vous avez par exemple quelque chose que nous allons inaugurer bientôt. Vous avez le centre social et culturel de Péry qui sera inauguré dans quelques semaines. C'est un gros investissement, c'est-à-dire qu'on investit également sur du bâtiment. Vous avez les gros des dépenses, c'est toujours sur les réseaux d'eau et d'assainissement. Avec Kirnolia, qui est notre délégataire, on investit lourdement sur les réseaux, puisqu'il y avait beaucoup de retard à rattraper et que ces communes avaient besoin naturellement de rattraper ce retard. C'est un plan qui est parti de loin, qui est parti avant même que je sois à la présidence de la CAPA et qui a permis à ces communes de rattraper des retards structurants. Vous avez également des dépenses qui peuvent avoir attrait à l'environnement. Nous avons fait beaucoup d'efforts en matière de déchets sur la mandature, avec notamment la collecte en porte-à-porte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bacs dans les communes de la CAPA depuis maintenant plusieurs mois. C'était une petite révolution et ça est en train de fonctionner puisque ça donne une autre manière de voir les choses. Vous avez également des dépenses en matière de police de l'environnement sur l'ensemble de l'intercommunalité où les maires ont parfois des problèmes avec des dépôts sauvages. Donc il y a ça, il y a l'accompagnement également des communes à travers des financements de projets intéressants, tous les domaines qu'on peut connaître, donc je vous l'ai dit, l'environnement, mais également le tourisme et également le développement social, puisque depuis l'année dernière, l'ancien CCAS est devenu CIAS, donc le I c'est pour intercommunal, donc voilà, on a également une couverture aujourd'hui sur tout le territoire. Il s'agissait de Laurent Marcangeli, le président de la CAPA. On se quitte avec les prévisions météo. Nous
sommes aujourd'hui le vendredi 24 mai 2019. Les périodes ensoleillées dominent aujourd'hui les passages nuageux, donc il fera plutôt beau sur l'ensemble de l'île. L'après-midi, des nuages un peu plus développés pourront donner quelques averses sur les deux sévies ainsi que sur le relief. Mais sur le littoral, il fera beau. Le vent sera rythmé par des brises marines aujourd'hui. Les températures sont toujours en dessous des normales de saison, mais elles gagnent 1 voire 2 degrés par endroit. Il fera par exemple aujourd'hui 21 degrés pour Bonivaz ou Bastille, Ayache ou Aleria. Il fera 22 degrés pour Corti, Propia Sartè, 19 pour la Balagne, Calvi, l'Isola et 23, ce sera le maximum une fois encore pour Portivecchio. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Bonne matinata a tutti.